Salut à tous, c'est enfin parti pour les reviews des nouveautés de mai, et aujourd'hui on va se pencher sur le set qui semblait vous intriguer le plus. Portant la référence 75 348, le chasseur Feng Mandalorian contre le TIE Interceptor comporte, comme son nom l'indique, deux vaisseaux pour un seul unit set qui ne contient pas moins de 957 pièces pour un prix de 100€. Basé sur la troisième et dernière saison en date de The Mandalorian qui s'est récemment terminée, c'est le timing parfait pour découvrir un des premiers sets qui lui est dédié, alors sans plus attendre, c'est parti pour une nouvelle review. Après la réapparition tant attendue du bombardier TIE en janvier dernier, c'est au tour de l'intercepteur de faire son grand retour après 17 ans d'absence. Très populaire comme les autres variantes de chasseur TIE, il est accompagné dans ce nouveau set d'un chasseur Feng Mandalorian qui lui fait son entrée dans la gamme. Apparu simultanément pour la première fois dans la série Rebels et dans un comics dédié à Kanan Jarrus, il est surtout très brièvement distinguable en arrière-plan sur quelques images des deux derniers épisodes de cette troisième saison de The Mandalorian. Vous le savez sûrement, mais les premiers sets accompagnant les sorties de films ou de séries sont rarement d'une précision infaillible. En effet, certains sont basés sur des concept art ou sur des scènes prévues qui ne terminent finalement pas à l'écran. C'est sûrement une nouvelle fois ce qui a donné naissance à ce set, puisque les deux vaisseaux ne s'affrontent même pas à l'écran, la flotte Mandalorian plongeant à la surface de Mandalore juste avant l'arrivée des intercepteurs. On sent d'ailleurs que tout était encore un peu flou lors de la conception du set, puisque même la boîte nous présente Mandalore, dieu des affrontements finaux, tandis qu'au dos c'est Kalevala, une autre planète où l'on aperçoit des intercepteurs TIE au début de la saison lorsqu'ils affrontent Mando et Bo-Katan aux commandes d'un Gauntlet. On va quand même essayer de juger du mieux possible la fidélité du chasseur Feng malgré les quelques images plus ou moins floues qu'on a sous la main. Le moins qu'on puisse dire pour commencer, c'est qu'il est bien plus appréciable en vrai que sur les visuels officiels du set. Certes, sa construction est loin d'être la plus technique de la gamme puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un gros assemblage de plaques surmontées de quelques pièces. Difficile de faire autrement, c'est bien la forme spécifique du chasseur qui est reproduite ici, et tout cet assemblage est rempli de méthodes plutôt astucieuses pour texturer le vaisseau et le rendre tout de même très beau. Tout comme le chasseur Mandalorian de 2021, les touches colorées sont très joliment intégrées sur la carlingue, mais aussi sous l'appareil qui n'a pour le coup pas totalement été laissé à l'abandon. C'est donc bien son aspect global qui sauve les apparences puisqu'avec environ 2 fois moins de pièces que l'intercepteur TIE, le chasseur Feng peine à exploiter réellement tout son potentiel. La principale caractéristique de ce vaisseau de combat, au même titre que les transports Gauntlet, concerne bien évidemment les ailes qui peuvent tourner autour du cockpit pour une manœuvrabilité et une agilité au combat sans équivalent. Sur le modèle, les ailes sont solidement imbriquées dans la structure du vaisseau, pas de rotation possible donc, mais au profit d'une solidité sans pareil, ce qui le rend très facile à manipuler. Le cockpit est représenté du mieux possible avec un intérieur superbe avec tout ce qu'il faut de place pour le pilote, jetpack compris, qui dispose d'un joli siège avec appuie-tête, accoudoir et commandes sophistiquées qui permettent de coincer ses jambes. Il est donc très solidement installé sans avoir à reposer sur des tenons et permettre de lui faire quitter son poste facilement. Il faudra tout de même abaisser le viseur de nos Mandaloriens pour des raisons évidentes. Le léger problème du cockpit c'est sa longueur et c'est surtout à cause de la pièce allouée la plupart du temps au X-Wing mais qui sert surtout ici à laisser assez d'espace au pilote. Le compromis est acceptable et on a même droit à une superbe tempographie exclusive pour compenser. Juste devant, au bout du nez du vaisseau, on retrouve un petit espace dédié au rangement des armes. Il est très limité mais tout juste suffisant pour le blaster et le détonateur thermique du commandant de flotte. Autour du cockpit, 2 canons laser sont inexplicablement situés ici faute de preuves. D'habitude ils sont relativement cachés à l'avant des ailes, mais pas sur le modèle proposé par Lego. Les puristes pourront facilement corriger ce détail puisqu'ils se retirent sans souci et sans altérer le design du chasseur. De même pour les canons à ressort qui sont alignés discrètement sous le vaisseau. Le dernier point concerne les propulseurs qui sont très simples mais qui ont l'air relativement bien réalisés de ce qu'on peut juger. Seule la couleur passe d'orange à bleu, mais autrement c'est plus que suffisant et ça colle bien au design original. Le TIE Interceptor est heureusement bien plus facile à comparer puisqu'il était déjà présent dans beaucoup plus de médias, à commencer par le Retour du Jedi qui est sorti en 1983. Les images parlent d'elles-mêmes, ce vaisseau lui aussi conçu pour la vitesse et la maniabilité est très fidèle à sa contrepartie vue à l'écran. La forme globale est respectée, et l'assemblage de pièces utilisées pour arrondir au mieux le cockpit est plutôt bon, malgré la difficulté de la chose. Il a peut-être l'air un peu plat sur les côtés, mais avec le début des ailes, ça rend vraiment bien. Tout est une question d'angle, puisque de face, le plus gros défaut de l'intercepteur transparaît avec ce léger décalage entre le cockpit et les ailes, un peu disgracieux, mais invisible en pivotant de quelques degrés. Globalement, il reste quand même très bien réalisé, avec pour la première fois les pièces arrondies qui entourent la vitre, ce qui le maintient très bien au passage. L'intérieur est comme d'habitude très facile d'accès puisque la trappe et la vitre peuvent s'ouvrir en même temps. On peut y placer le pilote qui, comme son homologue mandalorien, ne repose sur aucun tenon, mais reste solidement installé quoi qu'il arrive puisqu'il est vite bloqué verticalement.
Il dispose de commandes simples avec 2 touches de rouge qui rappellent l'ambiance écarlate du cockpit. A l'arrière, rien n'a été oublié avec les 2 moteurs ioniques représentés par 2 tuiles très à propos et une noire qui fait l'affaire pour la grille de neutralisation des gaz d'échappement. Les ailes sont superbes, comme à l'accoutumée chez les différents chasseurs taille, mais il faut reconnaître que la forme angulaire spécifique à l'intercepteur est vraiment d'un autre niveau, avec beaucoup de tuiles entourant les panneaux solaires, et le rendu final est très propre. On sent vraiment tout le soin apporté au détail sur la zone centrale, et ça se poursuit jusqu'au capteur de cible avec leurs 2 extrémités triangulaires. On pourrait presque en dire autant à l'arrière avec les 2 tuiles modifiées qui ont été placées à l'envers pour représenter le bout de la zone grise, mais juste devant il y a encore et toujours des axes techniques bleus pour venir entacher tous ces efforts de précision. Pour chipoter encore un peu, on aurait pu aussi réclamer 4 pièces supplémentaires pour les renforts intérieurs des ailes, mais sur les modèles de cette taille, ils ne sont jamais là. Sauf pour l'intercepteur de 2006, ironiquement. Sur le corps du vaisseau, on reconnaît bien la légère subtilité entre les intercepteurs classiques et ceux utilisés par les vestiges impériaux de Moff Gideon grâce à cette ligne très foncée qui traverse d'une aile à l'autre. Les modèles classiques étaient bien plus clairs, et c'est une bonne chose que l'effort ait été fait pour correspondre à la série. Au bout des ailes, les canons laser se démarquent aussi clairement que le modèle original, et les canons à ressort ont été choisis de la bonne couleur. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ont été positionnés au niveau des lance-missiles à concussion. Au moins ces derniers n'ont pas été oubliés et la jouabilité est assurée. Enfin réaccepté parmi les siens après s'être baigné dans les eaux vivantes de Mandalore, Din Djarin a activement participé aux préparatifs d'un assaut d'envergure pour reprendre la planète. Pour ce faire, il aide non seulement à créer une alliance entre son clan et les Mandaloriens que dirigeait Bo-Katan, mais il fait aussi partie intégrante de l'équipe d'infiltration qui se rend sur la surface de Mandalore. Nouvelle saison, nouveaux changements, et pas des moindres puisque la toute nouvelle impression du casque de Mando créé pour le Razor Crest UCS a été adaptée pour celui-ci, et le rendu est une nette progression par rapport à l'ancien, non seulement grâce à l'imprimé pour la crête centrale, mais surtout parce que le viseur a été affiné et réajusté, ce qui change absolument tout. Son visage est toujours celui fourni depuis le chasseur M1, et là aussi aucune coiffure n'a été fournie alors qu'elle avait été choisie pour le Razor Crest. C'était là l'occasion de l'obtenir pour plus de 6 fois moins cher, mais ce n'est pas si grave vu qu'il ne retire pas une fois son casque lors de cette saison. Son armure de Beskar est la même que pour toutes ses figurines basées sur la saison 2, et c'est une bonne chose vu la qualité des imprimés qui se poursuivent jusqu'au bras, avec tous ses gadgets et l'emblème du Mudhorn qui est finement représenté. Comme à chaque fois qu'il apparaît, il obtient soit sa cape soit son jetpack, et c'est le second choix qui a été fait ici. Il est toujours un peu sombre alors que celui utilisé pour les dernières figurines de Jango Fett était bien plus proche au niveau de la couleur. Enfin la touche finale, c'est l'inclusion d'une toute nouvelle pièce pour le sabre noir qui était beaucoup critiqué pour son apparence trop simpliste et éloignée de la forme unique de celui-ci. La pièce du manche est plus sombre, mais c'est surtout la lame qui colle bien mieux à ce qu'on voit à l'écran. Les lueurs blanches ne sont pas imprimées sur la pièce, mais je pense que les designers ont toujours pour but de trouver le meilleur compromis entre une apparence Lego et une vision réaliste de l'arme. L'énigme du set, c'est ce commandant de la flotte mandalorienne qui est, d'après ce qu'on voit à l'écran, plutôt le bras droit d'Axe-Woves, qui dirigeait réellement la flotte entre l'abandon et le retour de Bo-Katan. Woves faisant partie du groupe d'infiltration, c'est donc lui qui est laissé aux commandes du croiseur léger et de la flotte stationnée au-dessus de la planète. L'opération tournant au désastre avec la découverte d'une immense base impériale, les intercepteurs et bombardiers TIE sont lancés à l'assaut de la flotte. Axe-Woves parvient toutefois à rejoindre la flotte et ordonne à notre anonyme commandant de faire atterrir tous les autres appareils, laissant le croiseur faire diversion et éviter le fiasco annoncé face au surnombre impérial. Du peu que le personnage apparaît à l'écran, la fidélité de sa figurine est vraiment impressionnante. L'armure toute en teinte de bleu est magnifiquement représentée et chaque détail est à sa place. Les marques sur le plastron, la ceinture et les avant-bras dont la couleur est passée sur les mains. Le casque profite lui aussi de la nouvelle impression du viseur et les différentes teintes sont appliquées conformément, surmontées du symbole en V qui lui aussi est présent. Sous le casque, un visage à double expression qui a été créé à l'origine pour Kingo du film Marvel The Eternals, mais qui d'après moi ressemble bien plus à l'acteur de notre commandant mandalorien qu'au super-héros qu'il était censé représenter. Contrairement à Mando, il reçoit bien une coiffure qui là aussi est plutôt conforme à ce qu'on voit. Les pilotes des vestiges impériaux sont évidemment mobilisés pour contrer l'arrivée de la flotte mandalorienne. Le croiseur léger étant finalement la seule cible de l'armada de Moff Gideon, il ne tient pas longtemps sous toute la puissance de feu impériale. Malgré les apparences, ce pilote taille est exclusif, pour la seule et unique raison que son visage diffère du pilote de bombardier que l'on a vu récemment. Celui-ci est donc féminin et sa couleur de peau est un peu plus foncée. Du coup, rien de nouveau concernant la tenue qui est largement au niveau de ce qu'on peut espérer et tous les détails proviennent des différentes références issues de nombreux médias. Dommage tout de même que le carré sur le système de survie soit toujours absent. Son exclusion est d'ailleurs assez surprenante vu qu'il s'agit là d'un détail unanimement présent sur toutes les références, mais retiré sur cette figurine en particulier. Malgré tout, impossible de dire si cette tenue est conforme à celle des pilotes qu'on aperçoit dans cette saison de The Mandalorian, puisque sur les quelques plans qui leur sont dédiés, on ne voit que leur casque. C'est d'ailleurs bien là tout le problème car celui-ci n'est pas la variante qui a été choisie pour la figurine.
Les logos de l'Empire sont certes présents, mais la crête devait être complètement grise, et on devrait voir apparaître 2 lignes qui traversent la face avant. Pour le coup, aucune figurine existante n'a ces 2 caractéristiques en même temps, occasion manquée pour une première. Comme d'habitude, l'arrière du casque manque encore de profondeur et laisse apparaître la teinte du visage choisi. Je peux comprendre qu'on donne un peu de personnalité à ces pilotes en variant leur visage, mais pour le coup je préférerais vraiment qu'on utilise encore une cagoule ou qu'on mette une tête toute noire histoire de vraiment fermer ce casque. Ça va vite devenir une tradition à ce rythme, depuis 2018, chaque variante du chasseur TIE a droit à son droïde impérial, et tous différents s'il vous plaît, avec pour commencer le chasseur TIE qui incluait un droïde de protocole, le bombardier qui avait droit à son droïde Gonk, et cette fois-ci on récupère donc un droïde astromécano. C'est loin d'être la première fois pour ce type de droïde, mais ceci avait toujours une teinte orangée alors que ce tout nouveau modèle est beaucoup plus sobre avec uniquement des touches argentées du plus bel effet et quelques boutons colorés au niveau de la tête. Dommage de ne pas avoir poussé l'effort encore un tout petit peu plus loin en imprimant le dos comme c'est nouvellement le cas pour R2D2 depuis l'année dernière. Concernant son inclusion ici, elle me laisse un tout petit peu plus sceptique que le droïde Gonk du bombardier TIE qui, comme je l'avais expliqué, donnait vraiment l'impression de faire partie d'une vraie scénette, alors qu'ici c'est un affrontement spatial et j'aurais préféré l'un des tout nouveaux commandants impériaux, voire Moff Gideon, qu'on aperçoit dans les 2 derniers épisodes de la saison pour offrir un véritable adversaire aux Mandaloriens qui ne pilote pas le chasseur Feng. Au final, ce qu'on peut retenir de Seth, c'est qu'il donne l'impression d'être un petit best-of de la saison avec 2 vaisseaux, le personnage principal accompagné d'un objet très important du scénario et un Mandalorien coloré qui fera plaisir aux fans. Alors que demander de plus ? Peut-être une figurine supplémentaire du côté des antagonistes pour vraiment coller à cette idée, et quelques ajustements sur des détails qui sont vraiment agaçants parfois. J'ai essayé de parler au mieux du chasseur Feng, et malgré son nom qui appelle évidemment la comparaison avec le vaisseau vu dans Rebels, les meilleures images que j'ai pu en tirer sur cette saison laissent quand même planer le doute sur la réelle habileté de ses ailes à tourner autour du cockpit quand on voit à quel point il a l'air aussi compact que son équivalent Lego. Sa version animée a de grands espaces qui ne laissent aucun doute sur cette capacité, et la comparaison sur le Gauntlet par exemple est beaucoup plus évidente. Outre ces difficultés, je pense quand même que ce set est une vraie réussite qui nous apporte un vent de fraîcheur bienvenu sur les vaisseaux de la gamme Star Wars. Les 2 chasseurs sont globalement très réussis avec beaucoup de bonnes idées de construction, avec autant de potentiel de jeu que d'exposition. J'espère que d'autres sets basés sur cette saison verront le jour, j'attends déjà avec impatience le tank araignée qui est prévu pour le mois d'août, et que j'étudierai évidemment sur cette chaîne. D'ici là, beaucoup d'autres vidéos sont déjà prévues, alors n'oubliez pas de liker celle-ci et de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, et on se retrouve très vite pour de prochaines reviews.